Innover en publicité n'est probablement pas aisé. Il n'y a qu'à jeter un œil à ce dinosaure du web intitulé Joe la pompe pour s'en convaincre. Les publicitaires de tout bord ont recours de manière assez constante au plagiat ou à l'autocitation, mais il existe aussi des agences qui créent et qui inventent, et c'est ce que j'ai voulu creuser ici en interviewant Agnès Mazière, directrice générale de Wild Bytes Paris, la petite agence qui monte et qui est spécialisée dans la publicité innovante. Ici, nous nous sommes focalisés sur 3 exemples d'innovation avant d'élargir le sujet au rôle de l'innovation en général et de l'IA en particulier dans l'innovation publicitaire. Voici donc cet entretien avec Agnès qui constitue le 585e enregistrement de cette série. Et encore, c'est parce qu'on a perdu quelques enregistrements au passage. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, innover en publicité avec l'IA sans perdre son âme, avec Agnès Mazière, directrice générale de Wild Bytes Paris. Innover en publicité, et en particulier avec l'IA, doit être un moyen d'inventer de nouvelles choses, mais il ne faut pas perdre son âme ni se banaliser car la logique de coût se fait au détriment des marques, explique Agnès Mazière de Wild Bytes dans cette interview enregistrée il y a quelques jours. Eh bien, je suis avec Agnès Mazière. Bonjour Agnès, vous êtes directrice générale de Wild Bytes Paris, la petite agence qui monte, si j'ai bien compris, et qui est spécialisée dans la publicité innovante. Et c'est exactement cela dont on va parler aujourd'hui, l'innovation au service de la créativité publicitaire. Alors j'ai focalisé sur 3 vidéos, d'ailleurs qu'on montrera dans l'article. La première, c'est une vidéo sur laquelle on a un petit peu de recul parce que ça date de 2017, donc on commence déjà à dater un peu, qui était une vidéo réalisée pour Orange avec Google, de réalité augmentée avec une expérience de publicité immersive dans le stade. Je vous laisse raconter ça en quelques secondes pour expliquer à nos auditeurs qui ne verront pas la vidéo comment ça fonctionnait. En fait, Orange et la Liga, donc le championnat de foot espagnol, est venu voir Wild Bytes parce qu'ils se rendaient compte qu'à la mi-temps, il y avait une sorte de désaffection du stade vers le mobile, notamment, de tous les spectateurs finalement des matchs. Et donc, ils sont venus en nous posant la question, qu'est-ce qui pourrait se passer à l'intérieur du stade et à travers le mobile, puisque justement, les spectateurs des matchs de foot sont sur ce device, qui les ramène et qui leur fasse vivre une expérience footballistique. Et en fait, l'idée de Wild Bytes a été de créer une sorte d'animation géante en fait, d'ailleurs avec une taille jamais vue auparavant. On est assez spécialiste des choses faites pour la première fois chez Wild Bytes. On aime bien quand il y a ce petit défi technique. Et donc en fait il y a une immense footballeur en réalité augmentée qui venait animer et faire, on va dire, des jeux de jonglage au milieu du terrain, et donc du coup on le vivait à travers son téléphone portable, et c'était une des premières fois qu'on avait une expérience de cette taille-là en réalité augmentée, et notamment en animation dans un stade. Bon, on a l'habitude de dire de manière un peu pompeuse chez Wild Bytes que c'est un mini Super Bowl en réalité augmentée, mais c'est bien ça l'idée en fait. Comment l'innovation nous permet à un coût bien plus limité évidemment qu'un concert de J-Lo ou de Rihanna de venir quand même animer les mi-temps de matchs de foot, et là on l'a fait exceptionnellement pour l'ouverture de la saison entre le FC Barcelone et le Celta Vigo. Et donc ça fait combien de gens qui se connectent en réalité augmentée Ça a fait, on va dire, il y a 60 000 personnes à peu près dans le stade, et je dis pas qu'on a eu 100% de connexion, loin de là, mais ça a généré, on va dire, 30% du public qui s'est connecté. Mais surtout, ce qui nous intéresse aussi, c'est en fait toute la captation de contenu qu'il peut y avoir au-delà de ça, et qui fait évidemment, et c'est la beauté de ces expériences-là aussi, on va dire du user-generated content, comme on appelle ça, et qui génère du contenu sur les réseaux sociaux, qui font de ce match un match un peu exceptionnel, et qui surtout crée des expériences et des souvenirs et des émotions qui sont toutes particulières en fait. Ce match, il n'est pas comme les autres. Bon, c'est près de 18 000 personnes qui se connectent en simultané, ça fait une belle pub pour Orange Espagne. Alors il y a une deuxième publicité, alors là je dois avouer j'ai été bluffé mais j'ai rien compris. C'est une publicité de Coca-Cola avec un panneau 3D robotisé sur Times Square.
Ouais. En 2017, c'est aussi encore plus vieux, donc on a un peu plus de recul. Alors, comment ça marche ce bidule? C'était étrange. J'ai pas En compris. fait, oui, là encore, Coca-Cola est venu nous voir en nous disant on veut faire quelque chose d'un peu exceptionnel sur Times Square. Pourquoi ils sont venus nous voir nous? Parce qu'on avait sorti un truc pour Forever 21, qui est une marque de fringues qui avait fait pas mal de buzz. Et donc, du coup, ils nous disent on veut faire un buzz comme ça, nous aussi, on veut quelque chose d'innovant. Et en fait, ils voulaient travailler sur les sensations, en fait, finalement, tout ce qui est, oui, tout ce qui est la manière dont la boisson nous remplit quelque part de plaisir. Et donc, ils voulaient que ce panneau publicitaire fasse ça. Et on s'est dit comment la technologie peut nous aider à faire ça. Donc, évidemment, on pouvait faire un très beau film en 3D. On savait déjà faire ça en 2017. Mais on s'est dit, finalement, ça vient jouer sur une sensation qui est la vue, et quand bien même la vidéo transmet beaucoup d'émotions, on s'est dit, est-ce qu'on peut aller plus loin dans cet effet de fulfillment, quoi, de je me sens submergé de quelque chose d'intéressant. Et donc, du coup, on a travaillé conceptuellement à créer non pas un panneau dont le film est en 3D, mais qui est effectivement un panneau digital, donc c'est que des écrans, mais les écrans sont robotisés de manière à ce que certains prennent, de manière à ce qu'il y ait un vrai volume, en fait, de cette C'est que les écrans bougent dans la profondeur, quoi. bougent effectivement, sont complètement robotisés pour faire un petit peu comme un effet de vague, en l'occurrence, c'est ça qui était fait, et qui fasse que, effectivement, presque on vienne symboliser le fait d'avaler ce coca et ce que ça peut faire à l'intérieur du corps. Et c'est simplement du robot derrière, mais et la grande capacité qu'a eu Wildbytes et la production, ça a été de rendre très simultané le contenu et la robotisation de façon à ce que l'effet soit un effet le plus réel possible. Donc, c'est quelque part tout con conceptuellement, c'est des panneaux qui bougent, mais par contre, la production et l'exécution de ça a fait, je pense, la différence sur ce panneau, sur cette publicité. D'accord, ça a dû coûter quand même quelque argent, cette chose-là. Ça coûte quelque argent, ouais. Mais une fois que vous avez installé un pareil dispositif, vous pouvez pas l'enlever, ça reste. Bah, c'est resté un bon moment, c'est resté peut-être plus d'une année, mais bien sûr, après, ils peuvent l'enlever, et enfin, ça reste quand même de l'achat média qu'ils achètent sur Times Square, donc ils ne sont pas forcément ad vitam aeternam, mais surtout, bon, bah, il faut renouveler quand même les expériences, on le sait. D'accord. Ok, on parlera de la durabilité tout à l'heure. Et puis on va finir avec la publicité entièrement générée par IA, c'est à la mode, pour Bershka, que je ne connaissais pas non plus. D'ailleurs, ça c'est plus récent, ça date de 2023, c'est une marque de mode qui appartient au groupe Zara. Et là, bon, bah, c'est, je dirais, plus classique, à la fois plus récent et plus classique. C'est plus récent. 2023, ça reste malgré tout le début du boom de l'IA générative au niveau on va dire, du grand public. On l'utilisait chez Wildbytes depuis déjà un petit moment, plutôt pour des travaux de recherche et de R&D à l'intérieur de l'agence. Quand Bershka est venu nous voir en nous disant bah, on cherche à tout prix à faire quelque chose en intelligence artificielle parce qu'on veut être les premiers ils ont une cible très jeune, Bershka, c'est vraiment génération alpha, millenniums, donc des jeunes très technophiles, et donc ils voulaient se rapprocher de cette cible-là. Et ils sont venus nous voir en nous disant le problème, c'est qu'en fait, on ne veut pas faire de l'intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle, on voudrait quand même que ça ait un lien avec notre sujet. En l'occurrence, c'était le lancement d'un parfum qui venait marquer les 25 ans de la marque. Et du coup, on a utilisé l'intelligence artificielle et Midjourney à l'époque, parce que la vidéo n'était pas aussi développée que c'est aujourd'hui. Le développement va très vite. On a utilisé Midjourney pour créer finalement un visuel par année et illustrer avec l'intelligence artificielle les 25 ans de Bershka, en prenant finalement toujours des jeunes et en les remettant année après année dans le contexte économique, social, dans les tendances de l'année en question. Et donc, ça fait un film vignette, en fait, qui est presque 25 vignettes, il y en a un peu plus, mais qui viennent témoigner de cette génération. Et c'est vrai que je pense que sans IA, un film comme ça, en production, aurait été
on sera aller vers des coûts démentiels de production. S'il faut 25 sets de tournage, 25 déco, 25 casting peut-être, 25 fringues, enfin voilà. Donc du coup, l'IA a permis de rendre possible en fait la production de ce concept publicitaire, mais qui est un concept publicitaire à la base. 25 ans, 25 vignettes. Voilà, donc on voit ces 3 exemples hein, qui sont intéressants et qui sont aussi intéressants par les années auxquelles ils ont été produits, 2017, 2019, 2023. Alors moi, j'ai un certain nombre de questions par rapport à ça. C'est quel est l'impact de ces innovations? Est-ce qu'il est pérenne hein? Est-ce que c'est des choses qui durent ou est-ce que c'est juste éphémère, comme très souvent dans la publicité, on fait un coup et puis après on arrête et on recommence? Alors, je dirais qu'il y a 2 réponses à ça. D'abord, oui, beaucoup de marques viennent nous voir avec une logique de coût. C'est-à-dire de faire quelque chose qui vienne marquer les esprits pour un lancement de données. Et je dirais même que sur notre développement commercial à Wildbytes, c'est presque notre proposition de valeur et notre promesse. Alors qu'en fait, tu veux lancer un produit et tu veux un truc qu'on n'a jamais vu, viens nous voir et tu ne vas pas être déçu. Donc, il y a très fortement cette logique de coût derrière, initialement derrière la logique des marques. Maintenant, les technos en elles-mêmes, en fait, ça reste des technos, dans le sens où il y a des early adopters, puis ensuite, il y a une petite dépression en général de l'usage de la techno, puis ensuite, la techno devient mature et va venir progressivement être quasiment must-have ou une obligation de passer par cette techno pour connecter avec certaines audiences. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a des technos, notamment par exemple, tout ce qui sont les technos immersives qui se développent aujourd'hui, qui sont encore dans une phase de early adoption. La réalité augmentée qu'on a vue. Un moment, Ouais, il y a un d'ailleurs, hein. moment, mais en fait, il y a tellement de choses qui changent là-dedans. En fait, vraiment, il y a une sorte d'accélération, nous semble en tout cas, sur le champ des possibles. Donc, voilà. La réalité augmentée, par exemple, 2017, Google Orange, c'est archi mature, en fait. C'est archi mature et c'est en train, il nous semble, de monter en qualité et de monter en accessibilité pour les marques. Et le succès de Snapchat, c'est ça, hein, en France. C'est la réalité augmentée. C'est les rois de la réalité augmentée. Faire un filtre Snapchat aujourd'hui, c'est à la fois ultra simple, on vient d'en sortir un pour Cyril, et à la fois ultra performant. C'est-à-dire qu'on a eu, attendez, combien m'a dit 40 millions d'impressions d'un filtre Snapchat en France pour une marque Eucérine qui est quand même assez peu connue. C'est une marque de cosmétiques vendue en pharmacie. 40 millions d'impressions. Ils n'avaient jamais vu ça, en fait. Donc, la maturité, voilà, il y a des technos qui sont matures aujourd'hui et comme beaucoup vont devenir pérennes. Après, certaines se perdent, effectivement. Si ça devient pérenne et que ça devient banal, ça coûte pas forcément plus cher, alors, finalement. En fait, c'est pareil, c'est-à-dire que quand c'est des technos peu matures, effectivement, l'accessibilité est moindre et avec la maturité, en général, se développe d'abord plus de ressources qui savent les utiliser, donc des ressources moins chères, et puis des plateformes, en fait, qui sont des accélérateurs pour les développeurs notamment, et qui, du coup, je ne dis pas que c'est du no-code aujourd'hui de faire la réalité augmentée, pas tout à fait, mais c'est quand même extrêmement facilité par des plateformes intermédiaires qui, 8walls par exemple, qui permettent d'aller beaucoup plus vite et donc beaucoup moins cher. Bon, très bien. Je suppose qu'au moment où on innove, là, ça coûte un petit peu plus cher, mais après, voilà. Clairement. Mais là, sauf votre exemple Times Square, là, ça a dû coûter des millions de dollars. Non, pas des millions en production, parce qu'on n'a jamais des projets qui coûtent des millions, mais après, ça ajoute l'achat d'espace. Oui. Là... Et là, l'achat d'espace coûte plus cher que le dispositif. Clairement. Bon, ok, il faut que je change de métier, il faut que je vende de l'espace. Alors, question suivante, alors, est-ce que ça a plus d'impact, le fait de faire une publicité innovante, ou est-ce que finalement, non, il vaut mieux revenir à la mère Denis? Enfin, la mère Denis était peut-être innovante à l'époque. Je crois, sincèrement, c'est notre credo chez Wildbytes, que ça a plus d'impact sur les jeunes générations aujourd'hui qui cherchent une manière de se connecter aux marques radicalement différentes, c'est-à-dire d'avoir des interactions avec les marques plus que
de recevoir des messages, ils veulent interagir. On le voit même dans des évolutions retail, hein, où il n'y a quasiment plus un magasin qui n'a pas un café à l'intérieur, en fait. Même Zara a sorti maintenant un Zara Café parce qu'en fait, les gens ont envie de consommer les marques différemment et donc d'interagir, d'y vivre des expériences. Et ça, c'est les jeunes générations qui nous amènent à ça. Donc, oui, ça a largement plus d'impact sur les jeunes générations qui associent à ce que j'appelle moi du marketing expérientiel, parce qu'en fait, c'est ce que permet la techno, ça permet de vivre avec, qui associe à ça une plus grande authenticité, en fait. Et ils croient davantage aux marques qui leur donnent à interagir avec elles. Donc, en ça, ça a plus d'impact. Quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre Bernard Cova il y a 30 ans. Il a décrit tout ça, Bernard, il y a déjà... Et bien sûr. Bah, après, en même temps, ça me va bien. C'est quand même une personne brillantissime en termes de sociologie, ça me va assez bien. Tout ce qu'il avait décrit avec Olivier Badeau dans les années 90, en fait, et qu'il avait senti, enfin, il avait bien senti la tendance, effectivement. Absolument. Et quand vous dites les jeunes, mais alors les vieux, donc, c'est cuit, ils boivent pas de café chez Zara. Les vieux, je dis pas que c'est cuit. En fait, pour être tout à fait transparente avec vous, j'en sais rien. On a eu moins d'occasions de travailler sur ça. Il faut être extrêmement honnête. Les marques viennent nous voir plutôt sur les jeunes générations. Ouais. Mais si on voit quand même, je le connais moins bien, mais l'évolution de la télévision et de la télévision connectée, on va quand même vers des choses qui sont plus interactives. Puis c'est pas pour être désagréable, mais il vaudrait mieux s'intéresser aux vieux. Il va y en avoir beaucoup d'ici peu. Absolument. Alors, la question suivante, c'est la pub par IA. Donc ça, on se focalise sur le 3e exemple. Celui-là ou d'autres, parce qu'il y a des exemples vidéo maintenant qui sont arrivés aussi. Oui, je pourrais vous en envoyer. On en a fait un pour de l'immobilier. Ah oui, je veux bien celui-là. On le rajoutera au site. La pub par IA est-elle destinée à faire baisser des coûts? Bon, alors, je sais pas. Je pense que la pub par IA, elle est destinée déjà à parfois pouvoir produire, c'est l'exemple de Bershka, des choses qu'on n'aurait pas produites autrement. Donc ça, est-ce que c'est baisser des coûts ou est-ce que c'est produire quelque chose qu'on n'aurait pas produit? Il y a une petite différence, en fait. Mais oui, c'est parce que ça rend accessible certaines productions. Ça, c'est sûr. Ensuite, je pense qu'elle n'est pas destinée à faire baisser des coûts. Moi, je crois que la pub Coca-Cola par IA, elle est ratée, par exemple. Enfin, c'est pas émouvant, il manque quelque chose. Donc, je pense qu'elle est destinée à accélérer la production de certaines choses. Elle est destinée, quand ça fait du sens, à effectivement faire baisser des coûts. Et elle est destinée à ouvrir des nouveaux champs de conception. Je crois qu'on ne va pas concevoir la pub de la même manière avec de l'IA. Donc ça veut dire quoi la pub par l'IA, en fait? Dès lors que la conception intègre l'IA, c'est un nouveau champ des possibles, en fait. Et je crois que il ne faut pas comparer les coûts. C'est qu'on fait autre chose. C'est comme est-ce que la pub en dessin animé a fait baisser les coûts? Je ne sais pas, en fait. C'était une autre manière de l'exécuter, c'était une autre conception. Il y avait une raison pour laquelle il y avait du dessin animé. Le dessin animé, il fallait le fabriquer et il y avait des bons hommes qui animaient les images une par une. Ah oui, et ça coûte du temps et de l'argent. Alors qu'avec l'IA, on fait un prompt et puis hop, ça... Bon, c'est plus compliqué que ça, mais... compliqué que ça, mais oui. Mais dès lors que c'est servi par une conception, oui, bien sûr, ça va faire baisser les coûts. Mais encore une fois, ça n'aura un impact positif au regard du coût investi que si c'est conçu et que ça demande quelque part, que la conception demande une production par l'IA. Sinon, ça sera toujours trop d'argent mis à la poubelle parce que si ça ne sert pas le sujet, ça ne sert pas le concept, ça sera toujours trop cher. On pourrait imaginer des pubs low cost faites directement par les annonceurs, d'ailleurs. On peut imaginer ça. À mon sens, on en reviendra assez vite. Ça rejoint un des points importants pour moi, qui est que je pense que dès qu'on va travailler des prompts tous un peu homemade à la maison avec une moindre conception, on va tous se ressembler. L'IA, il n'y a rien qui ressemble plus à une pub d'IA que notre pub d'IA. Hein. Alors, c'était la question suivante, vous avez anticipé, c'est n'y a-t-il pas un risque de standardisation et de banalisation des visuels avec une esthétique synthétique qui finit par devenir énervante?
Si, complètement. Je suis complètement d'accord et c'est pour ça que je pense que si les directions marketing, en fait, s'approprient l'IA, sans avoir une couche à la fois conceptuelle, voire de R&D, pour voir comment l'esthétique de l'IA peut rentrer dans l'esthétique de ma marque, et c'est pas ma marque qui rentre dans l'esthétique de l'IA, c'est l'inverse, en fait. Il faut arriver à faire l'inverse. S'il y a pas cette réflexion-là des directeurs marketing, qui est éminemment créatif et technologique, s'il y a pas cette réflexion-là, on va vers, une image unique, en fait. Je sais pas si on peut dire une pensée unique, mais une Ouais, image ouais. unique. Et c'est Heu, d'ailleurs ce qu'on a aujourd'hui. Mais maintenant, on a des technologies, notamment sur Midjourney, que vous ouais, évoquiez tout à l'heure, qui permet la personnalisation et même plusieurs personnalisations, plusieurs modes de ouais. personnalisation. Et C'est c'est très ça sur puissant. lesquels, je pense, vont devoir travailler les créatifs et vont devoir faire, finalement, vont devoir se réinventer les marques. Absolument. Et on se parle d'IA, mais il y a une esthétique qui est extrêmement, l'esthétique du métaverse aussi est à la fois très différente de celle de l'IA et très, très identifiable. Donc, est-ce qu'une marque, elle pourra avoir une esthétique dans du traditionnel, une esthétique dans l'IA, une esthétique dans le métaverse, ou est-ce qu'il va falloir faire converger tout ça? Moi, j'aimerais que tout arrive à converger, mais avec certainement des différences, mais contrôlées et maîtrisées, et pas imposées, en fait. Puisqu'on parle de convergence, la question suivante, c'était justement ça, c'est est-ce que finalement, la publicité par IA va remplacer la publicité classique et que demain, bah, en fait, il y aura plus que ça? Alors nous, c'est pas notre croyance chez Wallbytes. Ce qu'on se dit, c'est que l'IA va être de plus en plus présente, alors dans un marketing expérientiel, notamment parce qu'il permet beaucoup de personnalisation, c'est très gamifiant, on peut se comparer, enfin voilà. Je dirais, la publicité plus traditionnelle, je pense qu'on va aller vers des choses très hybrides, en fait. Nous-mêmes, hein, quand on fait de la création de contenu, on est en train de faire la création du stand de l'Espagne pour l'Expo universelle de Osaka. Donc, toute la création de contenu autour de la valeur ajoutée touristique de l'Espagne, on aurait pu tout faire en IA, mais on n'a pas décidé de faire ça. On a décidé de mixer les technologies justement pour avoir à la fois un mix des rendus et à la fois revenir à des éléments émotionnellement qui restent encore aujourd'hui euh, plus authentiques, on va dire, avec des modes de production traditionnels. Mais bon, on peut très bien imaginer avoir ce qu'on a avec les images, les vidéos, et qu'on a déjà dans le texte. On commence à avoir des gens qui vous refusent un texte parce qu'ils disent qu'il a été créé par l'IA alors qu'il a été créé par un humain, parce qu'ils deviennent Mhm. tellement paranoïaques qu'ils finissent par... donc, il y a enfin, finalement voir des faux positifs partout. Bon, ça reste à voir. Mais enfin, j'ai du mal à croire quand même que ça va pas faire baisser les coûts, cette affaire-là. Et j'ai lu, alors j'arrive plus à retrouver à retrouver la source, mais bon, si j'y arrive, je la mettrai dans le site. Ouais. J'ai lu que les patrons de la publicité en France, hein, je crois, s'attendaient à une baisse significative des emplois dans les agences. Je crois de mémoire, c'était 8% à peu près. Un chiffre assez précis, mais enfin, bon, on va dire entre 5 et 10. Enfin, ça fait quand même pas mal de monde. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que cette technologie va contribuer à faire diminuer les effectifs, voire peut-être même les faire réduire de manière significative, comme on l'a vu d'ailleurs dans les Content Factory aux États-Unis l'année dernière ou l'année d'avant. Et après, on fait revenir comment dire, les créateurs de contenu pour un dixième du prix, pour leur demander de corriger ChatGPT, tout comme on a demandé aux traducteurs de corriger des traductions mal faites avec des outils mal taillés. Donc, c'est- on- même si ça fait sens de dire que oui, il faut garder une partie humaine, on connaît les travers des industries, hein. Oui, et puis enfin, je suis pas économiste, mais je suis pas étonnée du chiffre 8% qui me paraît presque même pas si élevé que ça. Je pense que quand on a des tels changements de paradigme dans la manière de produire les choses, il y a à la f il y a presque un effet d'anticipation, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va en fait venir presque, être
plus dur que ce qu'il faudrait pour protéger la rentabilité des agences, qui plus est en France, problème depuis des années. Donc, je pense qu'ils vont plutôt malheureusement faire plus que pas assez, plus de coupes que pas assez, et ça se comprend dans une casquette dirigeant. Après, j'ai la faiblesse de penser qu'il y a toujours un effet de rattrapage, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a compris effectivement les réels impacts, ça va s'équilibrer, on va revenir à des équipes un peu plus touffues. Ce qu'il y a de certain, c'est que je ne crois pas qu'on revienne à l'identique, en tout cas pas sur les mêmes postes. Après, moi, j'aurais tendance à dire que l'enjeu des agences aujourd'hui, mais vous en avez parlé, c'est de trouver des solutions innovantes, d'R&D, de travailler à être ceux qui vont faire vont teinter l'identité IA d'une identité de marque, donc d'être vraiment plutôt sur de la R&D de production et pas sur de la production, simplement. Et donc, ça va, comme d'hab, comme les transformations, changer la nature des embauches. Oui, oui. Et alors, est-ce que c'est plutôt les personnels plus expérimentés qui va souffrir, ou est-ce que c'est plutôt les jeunes et les débutants? Je dirais, je prends pas. Alors, je le prendrais peut-être pas par les catégories d'âge, même si, bon, parfois, plus on a de l'expérience, plus c'est difficile de changer et de se transformer ou de se réinventer. Je dirais que dans les compétences, elles vont être un petit peu différentes. Je pense que en fait, je crois que la publicité, les directeurs marketing, tout le monde devient un peu schizo. C'est-à-dire on doit avoir vraiment deux manières de voir les choses, une manière très créative et une manière très technique, très techno, et d'arriver à réconcilier ces choses-là. Et on va un peu hybrider des profils. Donc, je crois qu'on va avoir des ingénieurs. Moi, j'ai commencé ma carrière dans des agences de marketing relationnel, et on avait des statisticiens, énormément de statisticiens, et c'était hyper intéressant. Je crois que maintenant, il va y avoir des ingénieurs qui vont aussi travailler à comment on produira les choses. Oui, c'est assez intéressant. On se rejoint là-dessus dans le marketing digital de @AZ qu'on a publié chez Erol avec Hubert Kratirov l'année dernière. On parle du full stack marketer. Voilà. Marketeur qui est aussi bien sur la stratégique, sur la technique, qui sait tout faire. Aujourd'hui, on dit, ouais, tu es un geek, mais demain, je pense que le marketeur qui n'est pas un geek sera un marketeur au chômage. Oui, mais un marketeur qui n'est qu'un geek aura la même marque que le marketeur geek d'à côté. Donc, il doit être aussi extrêmement créatif. C'est dans ça que je pense qu'il est complètement schizophrène, mais j'adore ça. Alors, dernière question pour la route. Ces pubs innovantes ne sont-elles pas des exceptions dans un paysage publicitaire qui finalement est désespérément répétitif? Je vous renvoie au fameux site de Jo La Pompe que vous connaissez pour être prof à Sud de Pub. Je suis sûr que vos élèves l'apprennent par cœur. Alors, exception ou règle du futur? Je suis un peu utopiste sur ça. Je crois qu'on est dans une ère qui dure depuis un peu trop longtemps aujourd'hui du ROI. Je vais pas, encore une fois, j'ai commencé ma carrière dans le marketing relationnel, donc c'est ce qu'on vendait à nos clients. Tu vas faire une pub, tu vas gagner tant. Le marketing digital a encore accéléré ça. Il faut faire des pubs, il faut gagner tant. Et je comprends les marketeurs et les dirigeants qui disent bah, celle-là, elle a cartonné. Ça m'est arrivé. Hein. Moi, j'ai accompagné Nivea très longtemps. On avait fait des scripts formidables avec le Paris Saint-Germain. On les avait testés. On avait eu des super résultats. Et on montre ça au siège à Hambourg, en l'occurrence. On nous dit non, mais attendez, la pub avec le Real Madrid en Espagne a cartonné, donc vous allez faire le même script. Vous jetez 6 mois de travail et vous faites le même script. Je comprends cette décision parce que ils veulent anticiper au maximum les impacts d'une communication et d'un investissement. Maintenant, je ne suis pas sûre que ça fasse que du bien aux marques, le ROI, à tout prix. Et que je crois que de temps en temps, il faut aussi prendre des risques. Il faut aussi accepter une part d'incertitude. Je crois
Voilà. Et donc, je leur en veux pas, mais ça va, j'ai la naïveté de penser que ça va se calmer et que on reviendra à une créativité plus risquée, et que ça sera moins des coûts comme c'est aujourd'hui et plus une stratégie. Bon, bah, vive l'innovation. On va essayer de mettre Joe Lapompe au chômage en même temps que les 8% qui vont disparaître dans les agences. Et puis, on va espérer qu'effectivement, l'innovation triomphe. Merci Agnès pour cet échange. C'était passionnant. Merci. Merci beaucoup Yann. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.